Histoire du chapitre 1131 de One Piece commence par montrer le navire des pirates Gen Warrior qui continue sa route vers l'île Elbaf, connue comme le pays des géants. Après une longue recherche en mer, ils décident finalement d'arrêter leur quête de Luffy et des autres membres de l'équipage. Franky et les autres membres de l'équipage, qui naviguent actuellement avec les géants, sont convaincus que leurs amis vont bien. Par conséquent, ils conviennent qu'il vaut mieux cesser les recherches et se diriger rapidement vers le pays des géants, espérant trouver davantage d'indices sur la localisation de Luffy et de l'équipage disparu. En cours de route, les géants commencent à remarquer l'état très préoccupant de Kuma. Ils se demandent ce qui a bien pu arriver à Kuma pour qu'il soit dans un tel état. L'état de Kuma suscite des questions chez les géants. Toutes ces blessures ont-elles été causées uniquement par les événements de l'île Egghead, où Kuma était-il déjà gravement blessé depuis longtemps? Bonnet explique qu'avant les événements sur l'île Egghead, Kuma avait déjà vécu de nombreuses choses terribles, et a été témoin lui-même de son asservissement à Marie-Joie, où il a vu son père contraint de subir d'énormes souffrances. À cette époque, le corps de Kuma était couvert de blessures et d'échymoses. Bien qu'il ait enduré tant de souffrances, Bonnet ressent un léger soulagement car elle peut maintenant être avec son père. Même s'il n'a aucune certitude quant à la possibilité que Kuma se rétablisse complètement. Lorsque les géants observent Kuma attentivement, ils commencent à réaliser quelque chose de spécial, car Kuma n'est pas un humain ordinaire. Il est membre de la race Buccaneer, une race dotée de caractéristiques physiques et de pouvoirs exceptionnels. Les géants expliquent que la race Buccaneer a toujours eu de bonnes relations avec le royaume d'Elbaf. Autrefois, les Buccaneers venaient souvent à Elbaf pour commercer et interagir avec les géants. Cependant, cette bonne relation a changé lorsque le gouvernement mondial a commencé à traquer les membres de la race Buccaneer, sous prétexte qu'ils avaient commis de grands péchés. Franky, connu pour sa curiosité, se demande pourquoi le gouvernement mondial poursuit si ardemment la race Buccaneer. Géant explique que le grand péché attribué à la race Buccaneer est d'avoir aidé à construire le navire Noah de Joy Boy. Le gouvernement mondial considère que quiconque est lié à Joy Boy représente une menace, bien que de nombreux membres de la race Buccaneer soient toujours traqués. Ceux qui choisissent de rester à Elbaf sont relativement en sécurité, car le gouvernement mondial ne peut pas entrer à sa guise dans le territoire du royaume des géants. En entendant cette explication, Bonnie se sent très enthousiaste. Elle réalise que s'il reste des membres de la race Buccaneer à Elbaf, il y a de fortes chances qu'elle puisse retrouver des traces de la famille et des amis de son père. L'espoir grandit en elle de trouver des membres de la race Buccaneer qui pourraient l'aider à guérir ou même à redonner de l'espoir à Kuma, qui apparaît actuellement très faible. De notre côté, nous voyons Lilith, l'un des clones de Vegapunk qui les accompagne sur le navire, paraissant très enthousiaste. Elle déclare qu'elle a hâte d'arriver à Elbaf car il y a quelqu'un qu'elle veut rencontrer, à savoir Jaguar des Saules. Bien que Lilith ne soit pas le véritable Vegapunk, en tant que clone, elle est au courant de la bonne relation entre Vegapunk et Saul. Lilith révèle qu'il y a quelque chose d'important qu'elle souhaite dire à Saul, quelque chose qui pourrait être lié à l'histoire, ou même à des connaissances scientifiques que seuls quelques élus connaissent. En plus de Lilith, Nico Robin manifeste également le même enthousiasme. Saul est une figure très importante pour elle car il l'a sauvée lorsqu'elle était enfant. Pour Robin, Saul n'est pas seulement un ami, mais aussi un héros qui l'a inspiré à survivre et à continuer sa quête de vérité sur les poneglyphes et les secrets du monde. Robin ressent que cette rencontre n'est pas simplement une réunion, mais une partie du destin qui la conduira à de grandes découvertes à l'avenir. L'histoire se déplace ensuite loin dans une autre région du Nouveau Monde, où un agent de la CP0 découvre le repère secret de la race persécutée par le gouvernement mondial, la race Lunaria. Les restes de cette race ont réussi à survivre et à créer un refuge secret. Cependant, lorsque l'agent de la CP0 parvient à localiser leur position, il est immédiatement attaqué par les membres de la race Lunaria qui ne veulent pas que leur existence soit révélée. Un des membres de la race Lunaria, qui semble être leur leader, annonce aux autres que le moment d'Aguirre est de plus en plus proche. Ils ont confirmé que Joy Boy, celui qu'ils attendaient depuis si longtemps, est revenu. Dans sa main, on voit le poster de Luffy en mode Gear 5, avec en grandes lettres Joy Boy écrit au-dessus. Les membres de la Lunaria croient que Luffy est la personne prédite depuis des milliers d'années, celle qui libérera le monde de l'oppression du gouvernement mondial. En plus de discuter de Luffy, ils abordent également le sujet des membres de leur race qui ne font pas partie de leur groupe, comme King, également connu sous le nom d'Albert. Les membres des Lunaria apprennent par les nouvelles que King a été capturé après la défaite de Kaido lors de la guerre de Wano. Dès cela, ils estiment que King fait toujours partie d'eux et il y a des discussions sur les mesures à prendre pour sauver ou aider King dans la situation actuelle. Lors de cette discussion, un flashback est présenté sur la grande bataille qui a eu lieu il y a des dizaines d'années entre le gouvernement mondial et la race Lunaria. Bien que les Lunaria soient très puissants, le gouvernement mondial a déployé une grande force pour les affronter. De plus, deux figures puissantes dirigent ces troupes, à savoir Garling Figarland et l'amiral de flotte Kong. Tous deux représentent la plus grande menace que la race Lunaria ne peut pas affronter.
Dans ce flashback, il y a un moment où Garling et Kong se transforment en utilisant leur pouvoir, bien que leur transformation ne soit montrée que sous forme de silhouette. Il est révélé qu'avant de rejoindre les Gorosei, Garling possédait déjà les pouvoirs d'un fruit du démon. C'est le début de la défaite de la race Lunaria, qui a entraîné la séparation de nombreux membres après cette bataille. Ensuite, l'histoire se déplace à Maréjoie, où Garling Figarland semble être celui qui a envoyé l'agent du CP0. Grâce à son intelligence et sa sensibilité, Garling se rend rapidement compte qu'il y a quelque chose qui cloche, car l'âge n'a pas encore fait de rapport. Cela renforce la conviction de Garling que l'endroit surveillé par cet agent est le refuge de la race Lunaria. Garling décide de discuter de cette situation avec les autres membres des Gorosei et ils conviennent d'envoyer une grande force pour s'occuper des Lunaria. L'histoire se déplace ensuite vers le nouveau Marineford où l'on voit Akainu avec Kizaru et l'amiral Ryokugyu qui vient de revenir. Suite, le vice-amiral Kurohoma arrive pour faire rapport sur les mouvements surveillés par le renseignement de la marine. Tout d'abord, il y a des développements concernant les mouvements de tous les Yonko. Deuxièmement, les actions des forces révolutionnaires continuent. Troisièmement, il s'agit d'une demande spéciale d'Akainu, surveiller tout mouvement du mystérieux navire appelé Naufrage Noir. Kurohoma rapporte que le renseignement de la marine a réussi à trouver des signes de mouvement de ce navire mystérieux. En entendant ce rapport, Akainu informe immédiatement Kizaru que la personne dont il parlait a commencé à agir à nouveau. Kizaru répond en disant que cette personne est maintenant connue sous le nom de l'homme avec des cicatrices de brûlure. Il s'avère qu'Akainu et Kizaru savent qui est ce mystérieux personnage, mais Ryokugyu semble confus et se demande qui cela pourrait être. Akainu répond simplement qu'il s'agit d'une personne très problématique et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle redevienne active en ces temps troublés. Puis l'histoire revient sur l'île d'Elbaf, où Luffy fait face au prince Loki. Luffy demande à Loki pourquoi il est enchaîné avec de grandes chaînes et quelles sont ses raisons de vouloir détruire le monde. Loki répond que la destruction du monde est l'un de ses objectifs, mais il a aussi un autre but tout aussi important, se venger de la trahison qu'il a subie dans le passé. Luffy demande alors pourquoi les yeux de Loki sont bandés. Loki sourit et dit qu'il ne le sait pas lui-même. Si tu es curieux, tu peux le découvrir par toi-même. Sans hésiter, Luffy tend son bras et dénoue le bandage qui couvre les yeux de Loki. Dès que le bandage est retiré, Luffy semble très surpris. Il n'est pas expliqué ce qui a tant surpris Luffy, mais il est clair qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans les yeux de Loki. Après le retrait du bandage, un flashback sur le passé de Loki est présenté. Personne qui a aidé les géants à renverser Loki à l'époque était Shanks, qui se trouvait par hasard à Elbaf pour la première fois. Au début, Ben Beckman a conseillé de ne pas s'en mêler si l'on ne connaît pas le problème. Cependant, Shanks a dit que cela pourrait être discuté plus tard. Ce qui est important, c'est que le monstre doit d'abord être arrêté, car Shanks ne veut pas que l'île qu'il aime tant soit détruite. Dans le combat, Shanks utilise son haki pour vaincre Loki, ce qui a beaucoup surpris tous les géants d'Elbaf. Depuis ce moment-là, les habitants du pays d'Elbaf respectent énormément Shanks, car sans lui, l'île d'Elbaf aurait pu être détruite. Shanks demande ensuite la chronologie des événements et découvre que le déclencheur du chaos est que Loki a tué le roi d'Elbaf pour s'emparer du fruit du démon légendaire. Après avoir appris le nom de ce fruit, Shanks comprend pourquoi le chaos a pu se produire. Car ce fruit du démon légendaire possède des pouvoirs extraordinaires. Shanks avait déjà lu sur les fruits du démon, et ce fruit légendaire à Elbaf a des pouvoirs équivalents à ceux du fruit du démon de la déesse Nika. L'histoire du chapitre 1031 se termine par une scène où Luffy et Loki se font face. Voilà quelques théories intéressantes pour le chapitre 1131. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous.